Bonsoir à tous, c'est vendredi aujourd'hui et on démarre ce week-end avec de beaux sujets dans cette émission, notamment la semaine de l'allaitement maternel qui a débuté hier, 1er août, un événement soutenu par l'OMS et UNICEF. La qualification de Marie-Jo Talou pour les demi-finales des sprints 100 mètres dames aux Jeux Olympiques de Paris, on en parlera. Et on parlera aussi donc de la 13e édition des Cora pour un tirage au sort sur ce plateau. Merci de rester avec nous. Tout le monde est tout sourire sur le plateau, tout le monde, chez les hommes comme chez les filles. On est content de se retrouver pour la DER de la semaine. Et on retrouve Rayana qui n'était pas là hier avec nous, tout le monde s'est inquiété, ça va? Je suis de retour, c'est important quand même qu'on établisse un lien de confiance sur ce plateau et que quand je m'éclipse un tout petit peu, qu'on ne se dise pas que ça y est, je suis repartie. Ça y est, elle a pris la poudre d'escampette, mais bon, elle est là, rassurez-vous, elle est revenue, elle sera avec nous. Arrête de gâter mon nom, vraiment, c'est devant la nation, arrête de gâter mon nom. D'accord, je gâte plus ton nom. Comment ça va sinon? Ça va très bien, on est vendredi, j'ai le peps, je suis contente. Très bien. Voilà. Et puis Gandhi Cué. Ouais. Bon, en fait, je suis toujours content, hein, surtout quand je me retrouve avec deux demoiselles. Hein. Hier, c'était une, aujourd'hui deux. C'est la totale pour moi. Le monsieur D'accord, très bien. En fait, je les aime. Oui, quand tu le dis comme ça, nous on sent ça. On sent l'amour qui s'exprime dans tes yeux, dans tes gestes. Tu aimes Aïcha, tu aimes Isabelle Vauvor et tu aimes Rayana Assi. Il va falloir faire un choix finalement. Et puis justement, Aïcha, comment ça va? Ça va très très bien. Ravi de vous retrouver pour cette fin de semaine. On rigole, on décortique, on est bien. Très bien. Et puis notre très cher Goï, Arnaud, comment ça va? Oui, ça va très bien. Un coucou spécial à un ami qui a soutenu sa thèse aujourd'hui, Joël, qui a été élevé au rang de docteur. Félicitations, docteur Joël. D'accord. Il a été le premier à faire une dédicace dans cette émission, c'est pas grave. On se le permet, c'est vendredi, vous le savez, on vous l'a dit. Et puis démarrons tout de suite avec notre première rubrique, la vidéo du jour. On va voir cette vidéo, c'est bien la qualification pour les demi-finales de Marie-Josée Talou dans ces JO de Paris, demi-finale sprint dames. C'est parfait, on est content, on l'attendait depuis, donc à ce niveau-là. Si la vidéo est prête, on y va pour la regarder. Yes! Quand on entend le commentateur dire « Talou », on se demande de qui il parle. Parce que c'est Talou, mais c'est Talou, mon frère. Il faut prononcer Talou, ok? D'accord. Émotion après cette victoire? Bah écoute, Talou, on est content en tout cas de Marie-Josée qui fait toujours... C'est Marie-Jo, c'est notre Marie-Jo nationale. Et on est toujours content de voir à quel point elle arrive à faire briller le drapeau ivoirien partout où elle passe. Et j'ai envie de dire qu'elle est tout simplement une chance de médaille pour la Côte d'Ivoire. Beaucoup de nos espoirs sont portés sur elle et puis jusque-là, elle assure en tout cas comme d'habitude. On attendait une première médaille pour la Côte d'Ivoire, on ne l'a pas encore eu, hein, c'est demi-finale seulement. Donc ça va évoluer, mais c'est bien parti. C'est bien parti. Je pense qu'avec ce chrono, hein, c'est le meilleur chrono, on va le dire, de ces séries, qui est l'œuvre de Marie-Jo Talou, 10,87, faut en parler, hein, Aïcha. Oui, elle fait un excellent chrono, mais on l'attendait aussi pour ça. Hein. C'était l'une des favoris parmi nos petits 13. On n'était pas beaucoup non plus sur cette compétition, mais quand même, elle a assumé son statut de favori. On est très heureux pour elle et on espère qu'elle va aller de médaille en médaille, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Arnaud. Oui, c'était il y a beaucoup d'espoirs qui sont posés sur ses épaules. Elle transporte toute la nation et puis on voit qu'elle a très bien démarré sa course. Hein. Elle l'a tout de suite lancée, elle a pris le devant dès les 20 premiers mètres et puis elle est restée devant jusqu'à la ligne d'arrivée. Franchement, bravo et on espère qu'elle aura toujours cette énergie-là pour la finale et pour décrocher la médaille d'or. Ça ne veut pas dire qu'on ne compte pas sur les autres. Ok, elle vient de faire une victoire, donc on la célèbre un peu, hein, comme il se doit. Quand les autres victoires viendront, nous allons, pourquoi pas, vous citer, vous mentionner, parler de vous et vous encourager. On continue donc à vous encourager. Vous êtes 13 là-bas. On est sûr que, bon, il y en a quand même qui sont éliminés déjà au niveau de... Les escrimeurs sont déjà éliminés. Oui. Mais bon, on a grand espoir de revenir avec une médaille. Et pour répondre à ça, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on est quand même habitué à être des supporters maso. Donc je pense que le remède à ça qu'on a trouvé, c'est finalement de vraiment supporter ardemment quand la personne nous montre qu'elle est en train de faire quelque chose de bon. C'est exactement ça. Et là, Marie-Jo, elle a montré, donc on est derrière elle à 100%, on attend les autres. Gandhi, on attend les autres, ils sont 13, ils étaient 13. Déjà, il faut saluer Marie-Jo, elle a confirmé ce qu'on attendait déjà d'elle, mais mieux en fait, en tant qu'une femme, elle a ouvert déjà
l'apport des victoires et elle met la pression sur les hommes, avec Cissé qui arrive taekwondo. Ah, voilà un autre dinosaure avec Ruth Gbagbi. On fait le point au niveau de nos athlètes présents, bien sûr, à ces JO. On fait le point avec qui? Avec Arnaud? Bon, je crois qu'il nous reste surtout les sprinters et le taekwondo. Voilà, parce qu'on était également présents à l'escrime, mais malheureusement, on a été éliminés. Et c'est principalement nos dernières chances de médaille, c'est principalement le taekwondo et le sprint. Et le sprint. Ce sont quand même deux disciplines dans lesquelles on a souvent assuré. Ce sont quand même deux disciplines qui nous ont souvent porté chance justement dans les compétitions internationales. Donc je pense qu'on peut rester positif. Et puis ceux qui nous représentent quand même, ce sont de vrais mastodontes. Il y a notamment de grands noms de stars attendus dans ces sprints de 100 mètres dames, Shelly Ann, Fraser Price et tout ça. Mais bon, notre Marie-Jo Tallou qui réalise le meilleur score devant ces femmes, on se dit waouh. Oui, surtout on attendait Price. Et puis, je crois que ça sera encore plus corsé en finale, parce que finalement, tous ceux qui ont pu se qualifier, toutes les stars qu'on attend vont toutes se retrouver en finale. Et je pense que si Marie-Josée Tallou nous sort une performance, un démarrage comme ça, et puis rester devant sur les 80 derniers mètres, je crois qu'il n'y a aucune raison qu'elle ne revienne pas au moins avec une médaille. Quelles sont les chances de Tallou devant Price? Mais tu sais, quand on dit supporter Mazo, moi je suis dedans. Moi aussi. Donc, de toute façon, non, mais puis au-delà de ça, c'est pas Mazo parce qu'elle a le talent. Elle a le talent, elle travaille pour ça. Elle a l'expérience, surtout des années. Et puis, par contre, ce qu'il a dit Arnaud, c'est vrai, il faut se méfier. Là, pour l'instant, on est dans des poules où tout le monde ne donne pas tout. Il faut garder de la réserve aussi, c'est la marque des grands athlètes. Donc c'est vraiment dans les derniers pelotons qu'on verra qui est qui. D'accord. Oh, ben, l'essentiel, c'est d'être dans le trio. Hein. C'est ça, il faut ramener au moins, en fait, l'essentiel. Non, pour elle, l'essentiel, c'est l'or. Oui, en fait, je veux dire, pour ne pas être ridicule. C'est l'or, c'est l'or. Voilà, c'est tout, c'est d'être dans le trio. Je peux compter déjà sur elle, avec déjà ce qu'elle a montré pour les premiers pas. Je pense qu'il y a lieu d'espérer. Quelqu'un a dit, si tu veux être une star, vise les étoiles. Au pire, tu retombes dans la lune, c'est ça? C'est très bien. Vise la lune, tu tombes parmi les étoiles, tu deviens une star. C'est ça. C'est peut-être l'inverse. C'est l'inverse, n'est-ce pas? Et qui veut, je veux dire, si tu demandes l'aile, tu demandes la cuisse, tu peux avoir l'aile. C'est vendredi proverbe. Vendredi proverbe. On a un troisième? Je salue Mbappé, qui est le maître des proverbes en Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, on parlait justement de l'athlétisme, du taekwondo, avec nos deux gars, Ruth Gbagbi. Nos deux gars, notre femme Ruth Gbagbi et l'autre Cheikh Cissé. À quel niveau aujourd'hui il est? Est-ce que nous pensons qu'il est confiant? Oui, il est fortement confiant parce qu'il il est le champion, il est premier, donc il a toute une pression et il sait déjà toute la confiance en fait, que le peuple ivoirien en fait, lui voue, donc il attend, il n'y a rien à faire. Et personnellement, j'ai plus confiance à Cissé qu'à tout autre athlète. Ce n'est pas pour minimiser les autres, mais je veux dire qu'avec Cissé, avec ce qu'on a vu avec Cissé, j'ai plus confiance à Cissé et j'attends de voir. Voilà. Je sais que je ne serai pas déçu. Et voilà. Oui, et puis il y a aussi l'expérience parce qu'ils ne sont pas à leur première compétition. Lorsque tu as ta première compète, après, la pression, le fait qu'on compte beaucoup sur toi peut jouer sur tes performances, mais là, ils sont accoutumés à supporter ce type de pression, ce type de compétition, ce type d'adversaire. Parce que, mine de rien, on ne le remarque peut-être pas, mais en général, ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent. Il y a quelquefois des nouveaux, mais les 4-5 dernières années, ce sont en général les mêmes athlètes. Donc, ils se connaissent, ils se sont déjà fréquentés, chacun connaît les forces et les faiblesses de chacun. Et surtout, il a vraiment, comme je le disais, l'expérience. Donc, je pense qu'ils partent confiants et surtout qu'ils sont déjà auréolés de certaines médailles précédentes. Est-ce que vous sentez la ferveur des Ivoiriens autour ou derrière nos athlètes pour ces JO? Est-ce que vous sentez la ferveur, le soutien? Est-ce que vous le sentez? En tout cas, en ligne, on le sent énormément. On voit les informations circuler, on voit qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir qui sont mis en nos athlètes. Et comme je le disais, étant donné que ce sont des athlètes qui ont déjà prouvé beaucoup de choses et qui ont déjà fait briller le drapeau de la Côte d'Ivoire, on est plutôt positif. Donc, vu de ce point-là, on le sent de cette façon. Après, on ne peut pas vraiment le sentir sur place parce que vu la délégation qui est représentée là-bas, il n'y a pas vraiment de chaleur. Oui, non, moi, ça me permet de parler du fait qu'il faut justement aller les soutenir sur place, la diaspora. Il ne faut pas qu'elle hésite, la diaspora africaine même, je dirais. C'est quand même un continent qui est représenté, qui est peut-être sous-représenté d'ailleurs. Et puis, ça me fait penser qu'à la CAN, j'avais eu un petit pincement au cœur parce que j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de chant. De chant? Ouais. Sur les stades, on n'avait pas de chant pour accompagner les joueurs. Oui, c'était très timide au début. Alors que dans tous les grands stades... Tu n'as pas entendu cette chanson-là? Bon. On est là et... Oui,
mais ça a été très On est là. Vous étiez où, les filles? C'est notre chanson, ça? C'était les premiers matchs. C'était les premiers matchs. Lorsqu'il y a eu Yodé, Siro, Yam Sokoro, Boaké, etc. On parle des chants des supporters dans le stade. On a eu ces chansons-là. Non, au début, ça a été. Moi, j'ai entendu, on a perdu, mais on est content. J'ai oublié le. Oui, mais ça c'était bien après. On est qualifié. On vaut rien. On est qualifié. Elle n'était pas Abidjan. Elle n'était pas Abidjan. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut créer des hymnes. Il faut créer des. Quand vous allez dans les stades européens, mais t'as pas le temps de même réfléchir. Ça fuse et tu les entends. On est stressé quand. Voilà. Quand on est mené, on a peur. On était crispés, ça s'est même ressenti. La chaleur dans le stade, c'était pas trop ça parce qu'on avait tous peur. Et on s'était même plaint, je pense, à un moment des différents fan clubs qui sont justement là pour animer. C'était pas assez brillant. C'est à Boaké qui a eu le déclic. C'est à Boaké qui a eu le déclic. C'est à Boaké, ce public magnifique de Boaké. C'est à Boaké qui a eu le déclic. Il n'y a pas de honte dans ce contre le Mali. Ça commençait déjà à grimper avec le Sénégal. Et puis ensuite avec le match contre le Mali, là c'était complètement explosif. Malheureusement, je n'étais pas là, mais bon, j'ai suivi. J'étais au Burkina. D'accord. Moi, j'ai eu la chance d'être à la finale. J'ai suivi au Pesparco. D'accord. Attention, on a sauté les JO là. On est mélancolique, nostalgique de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est vendredi. On est toujours champion. On est champion. On en parle quand on veut. On en parle quand on veut. C'est notre coupe, on en parle quand on veut. Si on veut prendre le plateau pour parler de ça, on prend le plateau et puis on parle de ça. Très bien, 10 sur 10. Oui, ça c'est vrai. Non, je pense que concernant en fait la pression ou les supporters, la Côte d'Ivoire est un pays connu mondialement comme un pays de football. Donc déjà, quand on a des champions en fait, dans d'autres disciplines comme le taekwondo ou bien l'athlétisme, c'est vrai que ce n'est pas bien regardé. Les Ivoiriens ne suivent pas actuellement, je suis persuadé. Comme l'autre l'a dit, peut-être que c'est à travers... Un peu quand même, non? En ligne, mais à travers les médias. Mais je veux dire, c'est l'occasion, en fait, plus ou moins de nous y mettre et puis, en fait, de supporter à fond, comme on le fait avec le football. Voilà, je pense que voilà. Si je veux te titiller, je pourrais dire, si on a un pays de football, pourquoi est-ce qu'on n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques? Bon, on t'a rien demandé. On t'a encore... Non, mais bon, c'est juste une petite question. Je peux répondre. Aïcha, on t'a rien demandé. Non, mais c'est juste une question comme une autre. Bon, écoutez, le football, c'est gagner ou perdre. Ok, cette fois, on y est parlé, c'est pas grave. Ça n'entache rien du tout la qualité de notre Coupe d'Afrique des Nations que nous avons remportée. Donc on pouvait se permettre de ne pas aller. C'est clair. On fait ce qu'on veut. En matière de football, on fait ce qu'on veut. Est-ce qu'on est satisfait? Je veux dire, aujourd'hui, les athlètes, quand on les voit courir, compétir, au début, on s'est plaint donc d'une certaine négligence au niveau des rumeurs. À leur rencontre par l'État de Côte d'Ivoire, par les autorités qui ne les soutiennent pas. On a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se ressent aujourd'hui dans le comportement des athlètes? Personnellement, non, pas vraiment satisfait parce que les noms qu'on est en train de citer, ce sont les mêmes noms depuis un peu moins d'une dizaine d'années. On n'a pas eu une nouvelle génération qui monte et qui se qualifie, par exemple, pour la finale, soit dans l'escrime, soit en athlétisme, même au football, hein, où on est champion d'Afrique, on n'a même pas pu se qualifier pour les Jeux Olympiques. Donc, je pense que il y a toujours un travail à faire. Maintenant, il faut toujours féliciter nos athlètes qui, malgré quelquefois des conditions difficiles, on a vu des vidéos d'athlètes qui se plaignaient du fait que la préparation pour certaines compétitions n'a pas forcément été top, etc. Dieu merci, ça a été rattrapé, en tout cas pour la participation à ces JO-là. Mais après cette compétition, il faut vraiment se poser les questions et davantage avoir... Militer pour qu'il y ait beaucoup plus d'athlètes dans plusieurs autres disciplines, par exemple. Exactement. Quand vous prenez, je citais ces exemples-là, quand vous prenez les États-Unis, ils ont plus de chances de médailles justement parce qu'ils investissent plus, il y a plus de sponsors aussi. Ça aide, donc ils ont une délégation de plus de 500 personnes. Vous prenez l'Afrique du Sud, ils ont une délégation de plus de 240 personnes. Vous prenez le Nigeria, ils ont une délégation de plus de 80 personnes. Et puis vous prenez la Côte d'Ivoire, on est 13 et bon. Très bien, d'accord. C'était le point final donc, à ce sujet-là. Sujet suivant, c'est bien le fait du jour, on y va tout de suite. Et pour aborder ce sujet, je voudrais saluer et féliciter toutes les femmes qui ont accouché, qui ont fait des bébés ces derniers temps et qui sont en train d'allaiter leurs enfants. Félicitations à vous, bravo, de penser à l'allaitement, bien sûr. Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Allaiter plus pour une meilleure santé des bébés, on l'a dit. Donc, cet événement est soutenu par l'OMS et UNICEF. Que représente, on va demander aux femmes, l'allaitement pour toi, Rayana Assi,
pour ou contre l'allaitement? Alors, je suis carrément pour l'allaitement. Je trouve que déjà, rien que pour créer un vrai lien entre la mère et le bébé, c'est le moyen naturel le plus efficace. C'est également un excellent, j'ai envie de dire, remède ou anticipateur de maladies et pour la mère et pour le bébé. Donc, moi, je suis carrément pour. Carrément pour. Aïcha? Moi, je ne veux pas dire que je suis pour ou contre, excuse-moi, mais je suis pour le fait que la femme puisse choisir. Et ce n'est pas forcément dépendant d'elle, parce qu'il y a des maladies qui font effectivement qu'on ne peut pas allaiter. Il y a des médicaments aussi qui font qu'on ne peut pas allaiter. Ça, il faut le savoir aussi. Donc, ce n'est pas toujours pour les médicaments, c'est des prescriptions. Donc, il suffit de dire au médecin, je suis nourrice, qui ne prescrit pas ces médicaments. Oui, mais il y a des maladies chroniques. Voilà, donc on ne peut pas y échapper parfois. Donc, c'est un choix parfois, parfois pas. Mais je pense que ça dépend de la femme en question. Après, il faut savoir aussi qu'en Afrique, les femmes sont plus sujettes, les femmes africaines, à des risques de décès, etc. lors de l'accouchement. On parle de 50 fois plus de risques de mourir lors d'une césarienne que les autres femmes d'autres carnations. Donc on est quand même face à des réalités qui font que la grossesse, c'est peut-être plus difficile pour une femme africaine que pour une autre. Donc après avoir vécu 9 mois de grossesse, il faut lui laisser le choix quand même d'allaiter ou pas. On s'est recommandé par l'OMS, mais ce n'est pas obligatoire qu'on laisse le choix à la femme d'allaiter ou pas. C'est ça. D'accord. Quelle est l'expérience des hommes sur ce plateau? Arnaud Goï. Je crois que il me semble que dans la plupart du temps, les femmes ont le choix entre ces deux options. Maintenant, il arrive des situations familiales, financières. Est-ce qu'on a le choix, pour te dire directement, est-ce qu'on a le choix quand il s'agit de la santé? On te dit, il faut faire allaiter l'enfant pour sa santé. Est-ce qu'on a le choix? Oui, j'y arrive. Je veux dire qu'en général, les femmes ont le choix. Maintenant, c'est clairement prouvé. Et puis, Rihanna l'a dit, en matière de santé, en matière d'efficacité de la nutrition pour l'enfant, très clairement, le lait maternel est ce qui est recommandé. Et même en matière de protection de l'environnement, parce que plus vous allaitez, et moins vous avez recours au lait artificiel, mais finalement, il y a les animaux que vous utilisez moins, il y a les emballages que vous utilisez moins, il y a les conservateurs que vous utilisez moins. Donc, même pour la planète, l'allaitement est intéressant. Tu parles de la planète et tu parles de l'environnement. Tu ne parles pas de la poche des pères. Ah ben oui, également. Protection de la poche des pères. Allez à l'allaitement, les filles. Rihanna a dit, c'est moins coûteux aussi. C'est moins coûteux. Gandhi? Ouais, moi, personnellement, j'ai été toujours pour l'allaitement maternel, mais malheureusement, j'ai vécu une expérience personnelle. Ma fille n'a pas tété. Ça, je n'ai pas compris. Elle est née, elle a refusé carrément le sein de sa mère. Je ne savais pas pourquoi. Ça m'a donné beaucoup d'idées noires, malheureusement. Mais avec ce que je vois et ce que j'entends, ce que je lis, c'est que déjà, l'allaitement, c'est très bon déjà pour la santé. Oui, elle va bien. Aujourd'hui, elle a 3 ans. Je lui fais un coucou d'ailleurs. Et ce que j'entends et ce que je vois, ce que je lis, c'est que c'est déjà très bon pour la mère même. Ça évite beaucoup de maladies. On parle du cancer, on parle de choses, comme on appelle, du risque normalement du cancer, de l'ovaire et du diabète de type 2. Voilà, mais des études aussi ont montré que plus les enfants qui ont pris le lait maternel sont plus intelligents. Voilà, je pense que Arnaud le dira tout à l'heure avec des chiffres. Mais c'est toujours bon, pour moi, c'est toujours bon qu'une mère puisse allaiter un enfant. Si ça ne tenait qu'à moi, il ne devait pas avoir de choix parce que ça fait plus naturel et puis je peux dire que c'est divin en fait. Jusqu'à quel âge? C'est bio. D'accord. Ariana, jusqu'à quel âge, et à vous tous aussi, jusqu'à quel âge l'allaitement est-il recommandé pour l'enfant? Alors je crois que c'est surtout pendant les 6 premiers mois donc, de la vie de l'enfant qu'il prend toute la nutrition nécessaire à son développement en fait, avec justement l'allaitement. Mais c'est intéressant comment Aïcha a nuancé justement tout ce qu'on est en train de dire parce qu'on a des femmes qui se retrouvent dans des positions où elles font le choix de ne pas allaiter pour le bien du bébé. Ça va être des femmes, par exemple, qui consomment énormément d'alcool, énormément de cigarettes, qui sont sous traitement, ou qui sont atteintes de VIH, ou qui sont atteintes justement de certaines maladies chroniques et donc pour préserver l'enfant, ça se comprend. Mais c'est vrai que justement, quand toutes les conditions sont réunies, et je vais finir avec ça, on recommande vraiment à la femme de pouvoir allaiter son bébé. Après, les questionnements qui se posent, c'est justement dans un environnement où la femme est appelée à travailler, est appelée à avoir des postes de responsabilité. Quand on sait que les congés de maternité n'excèdent pas 3 mois, est-ce que finalement toutes les conditions de notre société sont réunies pour que ces femmes puissent clairement allaiter? Parce qu'on a des femmes qui veulent vraiment le faire, mais qui sont contraintes finalement de passer à finalement une nutrition artificielle pour le bébé parce qu'elles ne peuvent plus, elles ont des responsabilités. Donc c'est important aussi de créer un cadre dans la société qui permettent à la femme de clairement donner toutes les chances au bébé d'avoir une bonne nutrition. D'accord. Il y a les méthodes aujourd'hui d'extraction du lait pour celles qui n'ont pas envie de, je veux dire comme elles disent, faire mal à leur poitrine ou encore affaisser leur poitrine. C'est ça, on le voit de plus en plus. Voilà, donc il y a un tire-lait.
avec justement des méthodes en fait, de conservation. Très bien. J'ai envie de dire des récipients donc, pour conserver le lait et tout ça, des heures auxquelles on peut tirer le lait quand il y en a assez, etc. Donc c'est aussi des moyens qui permettent justement de booster en fait l'allaitement maternel, parce que ça reste de l'allaitement maternel, c'est la même substance. Il y a cette relation quand même entre le bébé et la mère. Une chose que moi j'aime observer, le regard du bébé dans les yeux de sa mère pendant cette étape d'allaitement. Il y a quelque chose de fort, d'électrique que moi je ressens chaque fois que j'ai assisté à ça. Bon, les pères aussi, quand ils sont assis à côté et que le bébé est en train de téter. De fort, quand le bébé voit, parce que quand il est tout petit aussi, il voit. Vous avez tété jusqu'à quel âge? On va dire ça comme ça. Voilà, chacun de vous. Vous avez tété jusqu'à quel âge? Franchement, je ne sais plus. Je ne sais plus. Il faut que je demande. Aucune idée, il faut que je demande aussi. T'as oublié? Moi, je sais que ma mère m'a dit que j'avais tété très longtemps et que j'avais même continué par caprice. 3 ans. Non, non, c'est pas 3 ans. C'est pas 3 ans. Jusqu'à 3 ans. Tu as tété jusqu'à 16 ans. En fait, l'heureux, c'est que même quand il n'y avait plus de lait, par caprice, parce que j'étais très câline et tout ça, voilà, donc j'étais tout le temps en train de demander. Mais d'accord. Je sais que je l'ai fait. J'ai été au pouce, au biberon et au sein. Moi, je l'ai fait jusqu'à 2 ans. Ah ouais, quand même, Franchement, il y a pire que ça. Des fois, on voit des cas où ça va jusqu'à 4-5 ans. Oui, mais je pense qu'à un moment, il faut... il faut. Moi, j'ai tété longtemps. Bisous, maman, je t'aime. Maman qu'on a bien fatiguée, on dirait. Notre petit sujet, que pensez-vous de la chirurgie esthétique post-maternelle? On utilise post-maternité. Oui. Post-maternité, je prononce bien. Hein. On utilise ça bon ou mauvais? Oui. Allez-y, prenez les panneaux. Tu veux OK. On prend panneau, on en parle. Êtes-vous pour ou contre? Pour, d'accord. Chirurgie post-maternité, vous êtes d'accord? Pour refaire les seins, refaire les fesses? Oui, pour moi je mets d'accord. Le ventre aussi? Bon, il y en a qui vont BBL après. Non, moi je me dis on doit laisser la possibilité à chacun de faire ce qu'il veut, chaque femme faire ce qu'elle veut de son corps. Si elle estime que elle en a besoin, si elle estime qu'elle peut s'en passer et qu'il y a des méthodes naturelles, beurre de karité, etc. qui peuvent aider, voilà. Donc chacun fait vraiment au feeling, quoi. C'est ça. C'est clair. Et puis on sait qu'il y a une certaine pression aussi, il y a une certaine pression qui est exercée sur la femme depuis longtemps, sur le corps de la femme, sur le corps de la femme qui se transforme. On a aussi des femmes qui perdent leur foyer, malheureusement, pendant leur grossesse. Ça, il faut le dire aussi. C'est vrai? Tu n'étais pas au courant? Pour quelle raison? Oui. La déformation. Parce que le corps se déforme, effectivement. De toute façon, on parlait du tire-lait tout à l'heure. Mais dans tous les cas, que ce soit le bébé qui tire ou la machine, le lait est tiré. Je veux dire, le corps se transforme. De toute façon, la femme est amenée à changer de corps avec le temps. Et puis, bon, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Il faut laisser la liberté aussi à chaque femme de faire ce choix-là et ne pas les juger. Parce qu'effectivement, elles ont une certaine pression, parfois dans leur foyer aussi. Carrément. Et puis elles se regardent aussi en tant que femmes. Donc il y a besoin de se retrouver parfois. C'est pas quelque chose que je juge ou que je recommande pas. Oui. Même si je ne ferais pas personnellement, moi, de recommandations de chirurgie en général. La partie corps, la partie post-mortem, enfin post-accouchement, toute cette partie-là, je pense qu'elle est délicate et qu'on ne peut pas être radical. Oui ou non, il ne faut pas en fait. Il faut que la personne s'apprécie aussi, cette femme-là, quand elle se voit. Il faut qu'elle plaise aussi à son mari. Il faut qu'elle s'assume dans son corps de femme aussi, qui se transforme. Donc c'est libre à chaque personne. Que pense Gandhi? Gandhi dit qu'il est d'accord. En fait, pour moi, tout ce qui a trait à la beauté, en fait, où il doit y avoir de l'harmonie, tout ce qui est joli, en fait, si on peut pouvoir améliorer, moi je suis partant. Je suis partant. Tout ce qui peut faire beau, tout ce qui peut faire joli, quand on peut rendre ça agréable, moi je suis partant. D'accord. Surtout quand il s'agit de la femme. La preuve, quand on est très barbu, quand on veut arranger la barbe, on va chez le coiffeur. Donc c'est tout à fait normal. Une femme qui se sent en fait déformée. Mais ça, c'est que les poils. Voilà. Mais c'est un exemple. En fait, une femme qui se sent déformée pour plaire à son mari, pour plaire à la gente masculine, moi, ça, j'ai pas de problème avec. Oui, mais je pense en même temps qu'aussi, on doit être sensibilisé, hein, que ce soit les hommes et les femmes, sur le fait que le corps, il ne peut pas rester idem de 15 ans à 60 ans et qu'à un moment donné, voilà, le corps... Comment elle faisait avant, nos mamans? Avec là. Je pense que beaucoup plus donné à téter avant. Non, moi je pense que la société évolue et que chaque femme a ses réalités. Moi, je ne mets pas en fait dans une case une femme qui vient d'accoucher et une femme normale, parce que pour moi ça reste une femme qui a besoin de se sentir belle. Tu as des femmes qui font de la chirurgie de correction, donc je ne vois pas pourquoi on devrait mettre une barrière à ça. J'estime qu'une femme, qu'elle vienne d'accoucher, qu'elle n'ait pas encore accouché, ou quelle que soit sa condition, tant que les conditions de santé ne sont pas à risque et sont réunies, et qu'elle a besoin de faire de la chirurgie esthétique pour s'améliorer et qu'elle n'est pas dans l'excès, elle fait ce qu'elle veut de son corps finalement. D'accord. Quand on parle d'allaitement, je pense toujours à cette chanson quand même de Yodé et Siro.
Si tu ne t'étais pas, je vais donner à tonton là. Mais il ne faut pas oublier que c'est un guéri. Hein. C'est un guéri. C'est un guéri. Donc, on fait la part des choses. On fait la part des choses, c'est un guéri. Voilà. C'est pourquoi certains sont assis juste à côté de leur épouse. Quand elle donne à téter, ils observent, on ne sait pas quoi. Ceux qui ont eu droit à ça hein, avant. C'est ça qui a causé l'accouchement. Mais ils sont là, ils guettent. Bon, on va passer à un autre sujet. Ça a été un beau sujet qu'on a abordé. C'est le cycle de la vie. C'est le cycle de la vie. Poursuivons à présent donc avec la 13e édition d'Ecora. C'est notre premier invité de la soirée qui arrive sur ce plateau. L'invité, c'est Eri Nafissatou Da. Donc je reconnais Eri Nafissatou et Géry d'Ecora, bien sûr, qui arrive ici pour... on en a longuement parlé hein, d'Ecora sur ce plateau. Hein, donc on ne va pas revenir là-dessus. Ce tirage au sort... Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ça va, merci. Ça va, vous êtes toutes belles Merci, avec votre teint. Merci. Ça va, n'est-ce pas? Allez, toi qui apprécies souvent les femmes. Non, mais c'est l'occasion maintenant pour nous d'apprécier. Moi, j'ai rien trop apprécié. Mais on est spécialiste en appréciation sur le plateau. Il y a déjà eu un tirage au sort, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Le dernier tirage au sort donc, a désigné le gagnant donc, qui a eu un billet d'avion pour aller donc, à Johannesburg pour assister donc, à la soirée Cora Magneto. On y va tout de suite pour regarder cette vidéo. Donc, nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir l'heureux gagnant du tirage au sort du premier billet offert par la compagnie aérienne Sky pour les Cora Awards. Alors pour nous, c'est une fierté de participer à cet événement des Cora Awards parce que nous voulons célébrer avant tout le talent africain. Nous voulons célébrer la créativité et encourager les artistes à vraiment porter haut les couleurs de l'Afrique. Un peu comme Askai essaie de le faire pour porter haut les couleurs de l'Afrique. Donc des trucs des Africains faits par les Africains et pour les Africains en premier. Donc c'est l'un des motifs qui nous a vraiment poussé à faire le partenariat avec le groupe du Cora Award et à mettre à leur disposition des billets gratuits, surtout pour ceux qui votent, pour leurs artistes préférés, pour les encourager et leur permettre de gagner le Saint Graal, comme on le dit. Donc, n'hésitez pas à continuer par voter sur la plateforme de Cora Award. Vous avez mon numéro sur ma page, je veux continuer d'envoyer l'argent pour que je puisse voter pour vous à mon nom. Donc, nous continuons de voter jusqu'à ce que nous rapporterons, ou bien c'est rapporterons, non. Cette victoire, merci beaucoup, à bientôt. Merci à Askai, merci au Cora, merci tout le monde, merci à la population de l'Est. Je vous aime. Watch the Cora All Africa Music Awards live on your favorite channel. Pour le 1er décembre 2024 à Joburg, il faut y participer. Donc, ce tirage au sort, vous allez faire plus de précisions là-dessus avant de le faire. Ce tirage au sort, c'est pour le gagnant d'un téléphone. J'avais déjà parlé auparavant, le téléphone Open qui parle toutes les langues et tout. Donc, aujourd'hui, on fait le tirage au sort pour voir qui va gagner et dans quel pays la personne sera. Très bien. Tirage au sort, est-ce qu'il y a une main innocente sur ce plateau? Non. Hein? La main innocente n'est pas la main de Gandhi. Ouais. Je peux choisir. Allez-y, choisissez. Mais j'étais sûr à 100%. Mais oui, je te promets, là je te soutiens. C'est Rihanna qui va tirer. Il faut apprécier la beauté de la dame. Qui va gagner le téléphone. Il les préfère clair comme toi. Il a déjà dit de toute façon. Non, je les préfère noir aussi, mais je ne peux pas tout apprécier. Solidarité féminine, donc Aïcha, tu me dis quand je stoppe et quand j'attrape. Tu vois comme on est synchro? Oui, on a vu ça. Tirage au sort. Je peux t'aider, hein pour, tu sais faire ça. C'est scotché même. Hein. C'est scotché? Oui. D'accord. Très bien. On va afficher. Il faut montrer à la caméra en face. C'est cela. Il faut qu'on voit le numéro de téléphone. C'est un numéro de téléphone dessus. Donc le gagnant de Côte d'Ivoire. 07 67 23 21 33. Très bien. On peut répéter. 07 67. On va vérifier en régie à qui appartient 23, ce numéro de téléphone. 21. On va bien citer son nom. 33. Pour gagner un téléphone. Et nous, aller assister donc, à la soirée. Ça, c'est juste le téléphone qu'on gagne. Oui, ça, c'est pour le téléphone. C'est pour le téléphone. D'accord. Il parle plusieurs langues, c'est ça? Oui. Est-ce qu'il le parle guéri? Gagnant, c'est bien il parle guéri? Bada Djagba Rachel. C'est ça?
Bada Djagba Rachel qui gagne un téléphone. Il faut applaudir pour elle. C'est une dame, voilà, c'est une femme qui a tiré. Une autre femme a dit stop, une autre femme a gagné. Très bien. Il reste encore combien de tirages? Pour le moment, on est en train de... Puisqu'on a jusqu'en décembre, donc au fur et à mesure, jusqu'en décembre, on fera. Jusqu'en décembre jusqu'au 1er décembre, par régularité, donc chaque mois, un tirage ou 2 tirages par mois? C'est aléatoire en fait. C'est aléatoire. En fait, ils se réveillent le matin, ils ont envie de tirer, ils tirent. D'accord. Ça se passe bien, ça se prépare bien? Oui, ça se prépare très bien. D'accord, on en parle un peu si vous en savez. Bon, d'accord, c'est peut-être pas elle. Vous êtes juste venu pour qu'on fasse le tirage avec vous. On va vous libérer, merci. Nous allons saluer Ernest Adjobi, le promoteur donc, des Cora. 1er décembre à Jobourg, il faut y aller donc, pour assister donc, au Trophée Cora. 13e édition, il faut bien sûr le préciser. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre. Et puis je vous ai dit, ici, sur ce plateau, on vous permet donc depuis votre maison sur le téléphone portable de commenter, partager le direct. Voilà. Une autre question à Panonceau. Pour ou contre la surexposition des enfants sur les réseaux sociaux? Très bien. Ah non, mais dans la question, il y a la réponse. Tu parles de surexposition. Donc là, ça change tout. C'est la soirée des Panonceaux. On a 3 questions comme ça qu'on va parcourir. C'est pas trop, mais... Très bien. On a 3 questions comme ça. Pour ou contre la surexposition des enfants sur les réseaux sociaux? D'accord. Voilà. Les enfants stars, les enfants sur TikTok, les enfants sur Facebook, WhatsApp, Instagram, sur les réseaux sociaux, nos enfants à qui on fait des photos, qu'on poste, les enfants des stars. Ryan a dit quoi? Pas d'accord? Alors, je ne suis pas d'accord. Je vais quand même nuancer un tout petit peu. De toute façon, quand on parle d'excès, je ne suis jamais d'accord. Je pense que quand même les parents ont le droit d'afficher leurs enfants sur les réseaux sociaux s'ils estiment que c'est bon pour leurs enfants, si l'environnement le permet. Mais quand même, les réseaux sociaux, je pense qu'il faut savoir les utiliser avec une certaine limite. Et l'enfant a droit quand même à une certaine vie privée qui le concerne et a le droit de choisir s'il a envie d'être surexposé ou pas. Donc, je dirais qu'on peut les afficher, mais pas les surexposer et attendre un âge où ils sont en mesure de choisir pour décider de s'ils veulent être stars ou pas. D'accord. Gandhi? Moi, je pense que tout se trouve dans la mesure. En fait, voilà, dans la façon de faire? Voilà, la façon de faire, tout se trouve dans la mesure. Et puis, vous voyez, les réseaux sociaux, ça a un caractère aussi fâcheux. Donc, c'est toujours bon, en fait, c'est vrai, on veut épanouir l'enfant, mais je pense qu'il y a des limites quand même qu'il ne faut pas dépasser. Voilà. Donc, toi, tu es d'accord ou pas d'accord, finalement? Je ne suis pas d'accord, je l'ai dit, je ne suis pas d'accord. Je ne peux pas apprécier ce genre de choses. Voilà. Il ne faut jamais dépasser, en fait, la limite. J'ai oublié de demander à Rihanna si elle pourrait poster son enfant sur les réseaux sociaux. À partir d'un certain âge? Moi, je peux poster mon enfant, par exemple, pour son anniversaire, par exemple. Pour son anniversaire, je peux le faire. Mais en dehors de ça, je pense que voilà, s'il y a par exemple la fête des enfants, je peux le faire. Mais en dehors de ça, voilà. Alors, il y a un autre cas. C'est les parents qui postent les enfants et puis qui mettent un émoticône dessus ou bien qui floutent la tête. Arrêtez. Soit vous postez, soit vous ne postez pas. Je veux dire, à un moment, il faut choisir. Tu as des parents qui postent. Peut-être sur la photo en question, il n'y a pas que l'enfant. Non, ils postent l'enfant et puis ils mettent un émoticône ou bien ils mettent. On voit que ses pieds, son ventre, ses bras. C'est ça, son ventre, ses pieds, ses. Il essaie de pas le faire, c'est tout. D'accord. Non, et puis il n'y a pas que les enfants de. Aïcha, d'accord ou pas d'accord? Non, j'ai mis pas d'accord parce que tout ce qui est excès, je suis d'accord avec Rihanna, tout ce qui est excès, tu as dit surexposition. C'est ça. Tout ce qui est excès, moi je pense, tout excès nuit, voilà. Et tu as parlé d'enfants de stars, il n'y a pas que les enfants de stars, il y a aussi les enfants dont les parents ne sont pas stars et qui veulent devenir stars avec leurs enfants. Ça, c'est un autre problème encore, parce qu'aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux qui permettent de devenir influenceurs en fonction du clic, en fonction du nombre d'abonnés. Parfois, on achète les abonnés aussi, ça existe. Et donc, il y a cette médiatisation de l'enfant qui est parfois pour des raisons de gains financiers. Ça, par contre, je suis moins d'accord avec ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, entre guillemets, de son enfant, mais c'est quand même encadré. Il y a des pays où on ne fait pas l'apologie de l'enfant sur les réseaux n'importe comment. Donc, voilà. Très bien. Arnaud, oui. Oui, pas d'accord, surtout à cause de la surexposition, de la façon dont la question a été posée, comme le disaient Aïcha et Rihanna également. Afficher son enfant, c'est un choix de chacun. Certains veulent afficher, d'autres ne veulent pas afficher. Mais quand on commence à tomber dans l'excès, que tous les jours, on va avoir 10, 15 posts sur son enfant après, je pense que ça peut devenir problématique. Donc, pour exposer ses enfants, chacun a le choix, surexposer. Quels sont les risques? Quand on en parle comme ça, quels sont les risques? Oui, les risques sont divers. Déjà, Rihanna le disait, ça dépend du type de société également dans laquelle on est. Si vous êtes dans une société où il y a des enlèvements d'enfants, où il y a des convoitises qui peuvent apparaître lorsque l'enfant est truc, et puis surtout, l'enfant également, demain, peut avoir un choix différent. Il peut
vouloir être quelqu'un de complètement anonyme, mais il s'est rendu compte que toute son enfance, il a été une star. Et puis, il bénéficie d'une popularité dont il n'a jamais voulu. Donc, il y a ce risque-là aussi. Après, c'est difficile, en fait, de revenir en arrière quand on a déjà été surexposé. C'est pour ça que je disais qu'il faut attendre que l'enfant choisisse. Alors, je vois un commentaire d'Iarasuba qui dit « On attend le prochain Mardi Gras pour voir », parce qu'on sait que quand c'est Mardi Gras, ils ont l'enfant. Mais c'est carrément différent, parce que ça, c'est de bonne guerre quand même, parce qu'on montre les enfants, les déguisements, et puis ça ne reste pas à long terme. C'est-à-dire, on passe une semaine, et c'est pas surexposé. C'est pas surexposé. Et puis, c'est beaucoup copié aussi aux États-Unis, je te coupe pas, pardon. Tout ce qui est fait aux États-Unis est dans l'excès en général. C'est pas tout qu'il faut copier non plus de là-bas. Après, effectivement, il y a des risques de pédocriminalité également. Il y a des pédocriminels qui existent dans tous les pays, donc on expose aussi son enfant par rapport à ça, quand on la maquille, etc. Et puis, il y a un dernier risque dont je voulais parler, c'est le risque aussi de la paresse plus tard intellectuelle, puisqu'on a déjà un travail, entre guillemets. À 18 ans, on est déjà star, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on va faire plus tard? La célébrité... Ah, ça, c'est profond. Oui, non, c'est vrai. Oui, il faut aller à l'école. Voilà. Donc la célébrité, en général, est temporaire et on perd un peu les pédales. Il faut les ramener sur terre, leur donner une stabilité, un équilibre. Et ça, si on part dès le bas âge, en ayant une base comme ça, pas de base en fait. Après, il y a des exceptions à tout, parce que moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai une deuxième question pour vous, si on ne passe pas vite, vous me faites mâchouiller mes mots. J'ai aussi vu on ne passe pas vite sur ce sujet. Les McClure Twins, donc ça fonctionne très bien, leur famille se fait beaucoup d'argent, et puis je pense qu'ils ont su mettre quand même certaines limites, mais quand même, je pense qu'il faut faire attention, même si ça reste vraiment sous arbitrage de chacun. D'accord, la petite voix me permet de tirer un peu sur la même question. Et donc, les enfants stars. Les enfants stars, les enfants des stars, on peut dire que c'est déjà donc, de façon prémonitoire, leur tracer un chemin. En fait, finalement, on leur trace un chemin qu'ils n'ont pas choisi eux-mêmes. Donc après, s'ils choisissent de prendre un chemin... Est-ce que nos enfants choisissent tout seuls tout leur chemin? Est-ce qu'il ne faut pas orienter l'enfant Non, moi, mon fils, on donne certaines bases à l'enfant, on n'est pas dans l'excès, et après il est libre en fait de revenir en arrière ou pas. Mais quand on surexpose, quand l'enfant devient une star, si après ça ne colle pas avec sa personnalité, c'est difficile de revenir en arrière, parce qu'il a déjà été surexposé. C'est pour ça que je dis, il faut rester dans l'équilibre des choses. On voit des bébés qui font... L'enfant, il se construit tout seul, sa personnalité, ou c'est par l'orientation des parents, l'éducation derrière, à quoi on l'expose? C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Moi, j'avais rêvé que parmi mes enfants, un sera footballeur. Mais c'est lui qui choisit. Quand il est né, à 6 mois, je lui ai offert son premier cadeau que je lui ai offert, c'est une balle de foot. Mais le gars, il est dangereux, quoi. Il joue bien au foot. Et il aime ça aujourd'hui? Il aime ça. Mais on n'est pas comme il y a des enfants. En fait, le problème, c'est pas... Si vous aimez quelque chose pour votre enfant, en fait, comme on le dit, c'est de le faire dans la mesure, en fait, pour ne pas que ça puisse lui créer des problèmes plus tard. C'est ça qui est l'essentiel. On aurait souhaité, par exemple, quand son enfant soit médecin, son enfant soit avocat, on peut le faire porter peut-être des robes, mais ça, c'est pas un problème. Mais ce qu'on veut dire, là où l'enfant est exposé régulièrement, nécessairement, ça va détruire l'enfant. C'est tout, c'est ce qu'on veut dire. L'enfant a besoin plus d'être protégé, en fait, dans son éducation. En parlant de protection, pour citer une loi qui est sortie, je crois, il y a quelques mois en France, pour parler de la France, qui demande à ce que les deux parents soient d'accord pour qu'on expose l'enfant, en fait. Si l'un des parents n'est pas d'accord, on ne peut pas. Donc, effectivement, l'enfant n'est pas encore libre de faire ses choix, il est trop jeune, etc. Il n'a pas encore le libre arbitre. C'est aux parents de décider. Et les deux, de préférence. Même sur les réseaux sociaux, c'est ça? Parce que je sais que ça existait déjà pour les campagnes publicitaires. Surtout sur les réseaux. C'est surtout pour les réseaux que ça a été fait. Oui. D'accord. Il est important de rappeler aux parents quand même, dans ce monde dans lequel nous vivons, faites attention quand même à la vie privée, à la protection de vos enfants. Et effectivement, il ne faut pas trop les exposer quand même. En des occasions, c'est normal. On a dit anniversaire ou encore réussite à un examen, peut-être, de temps en temps. Il y en a qui choisissent de ne pas faire. Moi, je le faisais avant, j'ai arrêté de les poster sur les réseaux sociaux. J'ai complètement arrêté. Et si on me demande mon avis, je dirais, postez pas vos enfants sur les réseaux sociaux. Il faut leur laisser le temps, quand ils vont grandir, eux-mêmes de décider s'ils se postent ou ils ne se postent pas. On se retrouve juste après le journal télévisé. Et nous sommes de retour sur le plateau du Talk des Vacances avec d'autres invités. On en a beaucoup aujourd'hui et c'est à juste titre d'ailleurs. Sur ce coup-ci, nous allons célébrer l'excellence avec cet invité-là. Nous y allons tout de suite avec l'invité de la soirée. Et c'est Madame Wafa Bouad Benané, qui est la directrice générale de STM Maroc, qui parle d'excellence avec nous. Vous venez de la présidence, vous avez participé à une manifestation, à un événement mais assez marquant, donc qui a lieu pratiquement tous les ans. Parlez-nous-en. Bonsoir Madame, bienvenue sur notre plateau, déjà. Bonsoir. Alors oui, en effet, nous venons tous
de la présidence, donc à 16h. Donc il y a une cérémonie d'excellence présidée par Madame la secrétaire générale de la présidence. Et donc, on fêtait en fait l'excellence, les élèves qui ont réussi cette année les concours pour les grandes écoles françaises, les grandes écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce françaises, du type Polytechnique ou du type HEC. Donc, ils étaient là. En fait, il y en a 27 Ivoiriens qui ont été couronnés de succès. 21 étaient présents à la cérémonie parce que les autres sont encore en France. Et donc, voilà, donc il y a 8 élèves d'autres écoles et puis 21 élèves de l'ESTEM. D'accord. L'établissement que je dirige. Très bien. Les élèves que nous avons là, les étudiants que nous avons là autour de nous font partie donc de ceux qui ont bénéficié de cette bourse, n'est-ce pas? En effet. Donc, il y a un programme d'excellence. Très bien. C'est le programme d'excellence offert par le président de la République, Alassane Ouattara, qui, si vous voulez, donc en terminale, quand je veux dire les élèves après le bac, donc la présidence contacte les meilleurs élèves de la Côte d'Ivoire. Et donc, certains viennent dans notre établissement, à l'ESTEM, pour préparer les concours français. Très bien. Et là, donc, ces élèves-là sont venus il y a quelques années. Très bien. Après avoir eu le bac, c'est quoi? Quand on dit meilleur, quels sont les critères de sélection alors? Alors, bon, chaque année ça varie, mais à titre d'exemple, cette année, un élève qui sera sélectionné par la présidence, c'est un élève de terminale C, ayant au MGA, enfin MGA, c'est la moyenne générale annuelle, 15 de moyenne, avec environ 320 points au bac. Cette année, il y a eu beaucoup de bonnes mentions. Donc, mention très bien et bien. Un élève de terminale D doit avoir 16 de moyenne, plus autour de 300. Oui, mais il y a eu de très bons résultats. Est-ce que c'est que des séries scientifiques? Non. Du tout. Il y a eu aussi les bacs A, aussi, qui peuvent aussi présenter les concours. Mais en fait, c'est les excellents de chaque série. D'accord. Donc, les excellents de chaque série, la présidence leur offre une bourse d'excellence pour qu'ils viennent pour préparer chez nous, au Maroc, à Casablanca. Est-ce qu'on a la valeur de cette bourse? Quelle est la valeur? Oui. Alors, on peut demander aux jeunes étudiants, ce sont eux qui ont reçu cette bourse. Bonsoir, très cher crack, vous prenez le micro. Comment ça va? Je vais très bien. D'accord. C'est quoi votre nom? Ouattara Sindou. Ouattara Sindou, oui. D'accord. Très bien. Et juste à côté? Bonsoir, je me nomme Koulibaly Tiemogo. Koulibaly Tiemogo? Tiemogo, il faut bien prononcer. Je suis Aurélia Miessan. Aurélia Miessan. Bonsoir, moi c'est Diakité Djigiba. Diakité Djigiba. D'accord. Alors, pour répondre à la question, comment ça s'est passé, votre sélection? Vous avez eu combien au bac, vous? Au bac, j'ai obtenu 311 points. D'abord, j'ai fait un baccalauréat série D. D'accord. Ici, au Fait-Boigny de Korogo, où j'ai obtenu 311 points. Et à l'ESTEM Casablanca. Très bien. Et à l'issue de ces classes préparatoires, j'ai pu intégrer HEC Paris, en étant classé 10e au classement. Mondial? Oui. 10e au classement mondial. Sur combien d'étudiants? Pour le concours général, pour le concours des classes prépa économiques et commerciales, il y avait 9000 préparationnaires. Et pour HEC uniquement, il y avait 6000 préparationnaires. Wow. Oh là là, bravo. C'est un taux de 6,8%. Et Seydou s'est classé 10e mondial. 10e mondial. Alors, mais quels sont ces coureurs, en fait? C'est Louis le Grand, c'est Henri IV, c'est Saint-Louis, et donc lui de Korogo. Des écoles réputées. Face au petit bonhomme de Korogo, en Côte d'Ivoire, au nord. Voilà, c'est des lycées de tradition. Hein. Très bien. Henri IV, ceux qui connaissent la France, voilà, ce sont les meilleurs lycées de France. Et le petit Seydou, venant de Korogo, les a
terrassé. Bravo Seydou. Bravo Seydou. Juste à côté. J'ai eu le même parcours que mon ami, mais c'est le lycée qui change. Moi, j'ai fait le lycée à Yamoussoukro, plus précisément au lycée scientifique de Yamoussoukro. Et à l'issue de mes 3 années dans ce lycée, j'ai obtenu le baccalauréat D avec la mention très bien, avec 320 points. Et après cela, comme mon ami, j'ai fait 2 ans de classe préparatoire et j'ai terminé 40e au concours d'HEC Paris. 40e sur les... Bravo. Hein? Sur les 5200 candidats qui se sont présentés, 9000 sur le concours général. Très bien. Et pour HEC, uniquement HEC Paris, bien sûr, ils étaient 6800. 6800. Très bien. Aurélia. Aurélia, oui. Donc j'ai obtenu le baccalauréat en série D au lycée Mamie Oufoué-Fayette de Bingerville avec la mention très bien, 320 points. Et donc après les 2 ans de classe préparatoire, tout comme mes amis, j'ai été admise au concours d'HEC Paris en étant classée 91e. Oh. Bravo. Alors moi, je suis titulaire d'un bac C au lycée classique d'Abidjan. J'ai également eu la mention très bien, 328 points. Suite à cela, j'ai fait le même parcours que mes amis. On pense que 328, c'est sur 400. Oui, c'est sur 400, bien sûr. Et donc, j'ai terminé 140e au D'accord. Excellent. Jeunes gens, nous sommes dans un univers aujourd'hui, dans notre société, où on critique beaucoup la jeunesse qui semble s'éloigner de l'excellence d'une certaine façon avec tout ce que nous voyons sur nos réseaux sociaux. Quelle est votre position face à cela? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous ne fréquentez pas les réseaux sociaux? Vous n'avez pas de go? Je m'adresse à... Faut vous arracher le sourire un peu, donc... quelle est votre vie? Comment ça se passe? Je pense qu'on est tous sur les réseaux sociaux et aujourd'hui c'est très important. Je pense, même en étant en classe préparatoire, je pense que c'est important de se tenir informé de ce qui se passe. Donc oui, on a des loisirs quand même si c'est très difficile et que le rythme des classes préparatoires est très exigeant. Très bien. Je pense qu'on a quand même des loisirs. N'est-ce pas? Elle a des loisirs, elle. Pour ma part, je suis beaucoup sportif. Du coup, je joue au basket? Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Donc, je consacre la plupart de mon temps au basketball. Très bien. Quand on est bien organisé, même en prépa, on réussit à avoir du temps pour d'autres activités, pas que la bosse en fait. Très bien. Alors, quand on annonce les résultats, tu nous diras tes loisirs aussi, mais quand on annonce les résultats, 10e quand même, 10e mondial, comment réagit la famille, les amis, l'environnement autour? Le bac aussi même déjà. Le bac aussi déjà. Hein. Ça c'était Abidjan, mais depuis Paris, 10e mondial, comment réagissent les proches derrière? D'abord, à l'annonce des résultats, ça a été d'abord une fierté personnelle, ensuite une fierté pour ma famille, et aussi pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est la Côte d'Ivoire que je représente à l'extérieur. Et on va parler dans le micro pour se faire entendre. Et pour l'anecdote, lorsque j'ai reçu mes résultats, j'ai appelé ma maman et elle était tellement fière, elle était tellement contente qu'elle s'est évanouie. Elle s'est évanouie? Ah ouais. Non, mais il y a de quoi. Il y a de quoi. Il y a de quoi. Vous méritez de vous réveiller et puis de continuer à fêter avec votre enfant. Ne restez pas évanoui longtemps. Il faut faire la fête avec l'enfant, il faut le célébrer. D'accord, très bien. Alors? Et en ce qui concerne les loisirs, comme ils l'ont dit, on a tous des loisirs. Moi, quelle est votre particularité? Est-ce qu'on arrive à s'extirper de l'environnement, de ces loisirs des fois? C'est quoi votre secret? C'est quoi pour réussir? Le secret, c'est tout simplement essayer de jongler entre les loisirs, avoir l'équilibre, faire un équilibre au fait, entre les études et les loisirs. Parce que, bien évidemment, ce qu'on attend de vous, ce sont les résultats, d'étudier. Mais à côté, il faut aussi avoir du temps pour soi-même. D'accord. Voilà, parce qu'en prépa, ça va très vite. Et la formation est vraiment intense. Et donc, il faut avoir du temps pour ses loisirs, pour se détendre, voilà, se libérer l'esprit. C'est important. Pour équilibrer l'esprit. Juste à côté. Oui, donc, en termes de loisirs, je pourrais dire que les loisirs sont très importants. Parce qu'en prépa, on a tendance à négliger un peu le côté psychologique de la prépa. Voilà, donc, pour se libérer l'esprit, se diriger vers le sport ou un quelconque loisir est très important. Moi, personnellement, bien que le sport soit vraiment un élément à ne pas négliger, je me dirigeais plus vers le cinéma.
parce que ça me permettait en fait d'acquérir de la culture, mais aussi de me distraire. Et en ce qui concerne les réseaux sociaux, je dirais qu'aussi je suis très actif. Voilà, parce que ça va dépendre de la manière dont on utilise les réseaux sociaux. Voilà, j'utilisais plus les réseaux sociaux afin de m'informer, par exemple pour suivre votre émission ou encore pour rester en contact avec ma famille. Donc ça va dépendre en fait du but de l'utilisation. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie demain, après tout ceci, après vos études? Qu'est-ce que vous comptez faire? Donc moi, j'hésite en fait entre le domaine de la finance et celui du conseil. Voilà, du conseil en stratégie. Mais je pense qu'au terme en fait de mon parcours, j'arriverai peut-être à concilier ces deux domaines-là. Totalement. Très bien. Ensuite, en ce qui me concerne, j'ai vraiment une appétence pour le domaine de la finance, plus particulièrement la finance d'entreprise, M&A, c'est-à-dire les fusions-acquisitions. Donc, je me vois bien faire des études. Faut monter le micro. Ouais, je me vois bien effectuer des études dans ce domaine-là. Et à faire les finances. Professionnelle, oui. Très bien. La Côte d'Ivoire a besoin de beaucoup de financiers, de grands financiers. On est tous intéressés par la finance et je pense que c'est mon cas également. Mais ce qui est bien, c'est qu'en entrant à HEC Paris, on a l'année de pré-master pour vraiment mieux s'orienter et choisir vraiment ce dans quoi on veut se spécialiser. Donc, j'opte plus pour la finance, mais je pense que j'aurai le temps de choisir quelle sera ma spécialisation. Très bien. Voilà, comme Aurélia l'a dit, on est tous un peu plus finance. Comme mon ami. Vous avez fait la série D, de toute façon? Bon, moi, j'ai fait la série C. Série C, d'accord. Voilà. Et donc, comme Sendou, un peu du domaine de M&A, fusion-acquisition, mais à HEC, on a l'opportunité, pendant la première année, de découvrir plein d'autres domaines. Et, vous pouvez faire du droit. Voilà, vous faites du droit. Vous pouvez faire de la Sciences Po. Vous pouvez faire une licence de maths. C'est ça, voilà. Ça un peu. On va vous permettre de dire votre dernier mot. On a entendu ce qu'ils vont faire dans la vie. Juste après, ils sont très ambitieux, ces enfants. Nous, on est bluffés devant toutes ces têtes de crack. Voilà, à un point où mes amis n'ont pas posé de questions, c'est pas grave. Mais le dernier mot, c'est pas grave. On a tout dit, c'est pas grave. Mais on retient quand même que les gens les plus intelligents choisissent la finance. C'est vrai? C'est ce qu'il y a sur le plan. D'accord. Madame Benani, un dernier mot, quand même. Moi, j'aimerais les féliciter parce qu'ils ont parlé de loisirs. C'est une boudade. Ils travaillaient très dur. Ils ont travaillé très dur. De 6h du matin à minuit tous les jours. Donc, je ne sais pas s'ils avaient beaucoup de loisirs. Voilà, parce que notre équipe, les profs, ils les ont poussés très, très fort, et ils ont répondu. Parce que pour rentrer à HEC, et je rappelle ce que HEC est 3e mondial. Quand on sait que Harvard est 6e mondial, on sait ce que c'est que voilà. Ça, félicité. Dites-nous, qu'est-ce que vous allez dire pour toutes les écoles qui forment, pour tous les étudiants aussi? Non, moi, ce que je veux dire, c'est que je voudrais remercier le président parce qu'il donne l'opportunité à ces jeunes de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire les concours parce que sans leur bourse, etc., ils n'auront pas pu arriver là-dedans. Merci. Et ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a encore un relais par l'enseignement supérieur. Il y a des bourses d'excellence du ministre de l'Enseignement supérieur, M. Diawara. Pour continuer à les accompagner encore. Alors lui, c'est lui qui paye HEC. Qui prend le relais après. Et qui prend le relais. Donc c'est un programme très intelligent. C'est un programme d'excellence. C'est un programme d'accompagnement. J'ai tourné en Afrique, toute l'Afrique. Il n'y a pas un seul pays qui accompagne ses élèves, ses pépites, de cette manière. D'accord. Après la formation, est-ce que tout le monde revient au pays pour... C'est la question que je me pose. Après la formation, il faut éviter la fuite des cerveaux. On lutte contre ces... Vous revenez au pays pour travailler? Vous dites ça maintenant. Très bien. Vous revenez? Aider à construire. On va conserver cette vidéo. Personne ne va caler. Personne ne va caler. Tout le monde revient. On est d'accord? Très bien. Merci à vous. On ne revient pas immédiatement, bien sûr. On fait un petit stage de perfectionnement, d'expérience. Très bien. Mettre l'expérience au profit du pays. Très intelligent, c'est bien. On applaudit ces garçons et cette jeune fille à côté de nous. Madame Benani aussi, merci à vous d'être venue sur ce plateau. Merci à la Côte d'Ivoire de nous donner de telles pépites. Le sport développe l'intelligence,
Donc, juste après l'intelligence, on va parler sport là tout de suite avec un champion que nous allons rejoindre. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. Voilà. On va céder la place donc à nos prochains invités dans ce talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre. Merci, allez-y. Merci à vous. On vous accompagne par des applaudissements. Merci. Et puis, on a un champion du monde de Kung Fu, c'est cela, qui nous rejoint maintenant. Donc, c'est maître et docteur Selaï Marius Kouassi qui arrive. Voilà, on applaudit, hein, c'est un champion. Voilà, faut me suivre, c'est un champion. Tu fais, je fais. Maître Selaï Marius. En fait, Aïcha se sent pas trop en sécurité, donc. Est-ce que je peux avoir le trophée à côté de moi ici? Je sens que Gandhi. C'est pas moi qui les ai gagnés, mais bon. Il va m'en faire le malin. Ce sont les élèves? C'est le champion qui est là? D'accord, je pensais que c'était lui. C'est le champion qui est là. Très bien. Super. Et il y a beaucoup de médailles. Vous positionnez, voilà, le champion. Champion du monde de Kung Fu 2023 à Tokyo, au Japon, parmi les Japonais là. Hein? D'accord. Toi, c'est en Chine. D'accord. Maître, bonsoir. Bonsoir. Ça va bien? De quoi s'agit-il? Comment on aurait pu? Une activité qui s'appelle les Shaolin Games. Très bien. C'est la plus grande compétition sportive organisée par le monastère de Shaolin à Henan, en Chine, qui est le berceau des arts martiaux chinois. C'est près de 1500 ans d'histoire et de civilisation et de culture martiale, où nous avons fort brillé. Quand je parle de nous, je parle de la Côte d'Ivoire. Moi, docteur Selaï Marius Kouassi, et juste à votre droite, Alex Yama, champion de sa catégorie. Et à l'extrême, Maître Badiemé, champion également de sa catégorie. Et nous sommes accompagnés par l'un de nos coachs qui n'est plus à présenter, Maître Zamblé, qui est l'un des formateurs d'Alex, champion également pensionnaire du temple de Shaolin. Donc nous sommes ravis d'être avec vous ici ce soir. D'accord. Chers amis, bon, personne ne pratique les arts martiaux parmi vous. Moi, j'en ai pratiqué un peu quand j'étais au collège et au primaire, du Kung Fu. Ce qui est bien, c'est que Gandhi est devenu tout calme depuis que... Bizarrement. D'accord, tu as la parole. Si tu as une question à poser, tu as la parole. Alors, maître, cet art martiaux, qu'est-ce qu'il fait au corps humain, à l'intellect? Qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce qui le différencie également du taekwondo, des autres disciplines? Je commence par la deuxième question. Pour faire simple tout de suite, le Kung Fu, c'est chinois, taekwondo, c'est coréen, karaté, c'est japonais, Viet Vo Dao, c'est vietnamien. C'est des arts martiaux asiatiques. Le Kung Fu a, j'allais dire, une multitude d'avantages pour le corps. Au-delà de la santé, ça vous permet d'être équilibré, ça vous permet d'être focus sur tout ce que vous avez à faire. Et par-delà tout, on ne cesserait d'insister. C'est plutôt sur les valeurs morales et l'éthique. Dans la formation de l'individu, du pratiquant, ce n'est pas seulement l'aspect physique. C'est pas seulement pour se battre. Pas seulement pour ça, on a l'habitude de le dire. Non, pas seulement pour ça. Si vous faites ça, on a l'habitude de le dire, on ne cesse de le répéter, vous formez un tueur en puissance. Nous avons besoin des gens qui sont équilibrés pour construire notre société. Nous avons besoin des gens qui savent pardonner, qui savent allier beaucoup de qualités. Et le Kung Fu nous forme en cela. Vous savez, si vous avez une société dans laquelle on a très peu de malades, des gens qui n'ont pas de, je veux dire, de maladies non microbiennes, non bactériennes, qui ont une santé de fer, ils peuvent produire mieux pour le pays, qui se portent mieux. Et en définitive, c'est tout le monde qui gagne. Et quand on pratique ces arts martiaux, on a un corps sain. Bien sûr. Très bien. Aïcha? Oui, au niveau de la Côte d'Ivoire, combien vous êtes au total? Est-ce que vous avez une fédération nationale, par exemple? Et puis, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Alors, les moyens ne suffisent jamais, même s'ils existent. Parce que nous avons des ambitions qui sont très grandes. Quand je parle de nous, ce n'est pas ma petite personne, c'est tous les amoureux de cette pratique-là. Au niveau national, nous avons une fédération qui s'appelle FIAMC, Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois, qui au passage est présidée par Maître Meïté Siaka, que je salue ici. Je ne saurais vous dire exactement combien de pratiquants de Kung Fu il y a. Nous sommes nombreux. Mais pour les sorties au niveau international, c'est toute une poignée qui part parce que la compétition, c'est, comme l'a dit quelqu'un, c'est hardcore, c'est vraiment difficile. Il faut avoir du bagage, du coffre pour y être. Pas comme Gandhi. Vous pouvez continuer. D'accord. Quelqu'un d'autre a une question? Oui, moi, je voulais surtout l'interroger à notre champion, bravo déjà. D'où est venu cet amour et comment s'est fait la préparation? Parce qu'il était en compétition avec des gens d'autres nationalités, des Asiatiques notamment. Donc, comment... Des gens qu'on a l'habitude de voir dans les films karaté qu'on regarde, qui sont très forts, les Shaolin, Jet Li, Jackie Chan et tout ça. Donc, vous allez dans leur pays et puis vous les... Exactement. Depuis Abidjan, ici, se préparer et puis aller les battre en Chine. D'accord. Le micro. Bon, d'abord, il faut dire merci à mon coach, Maître Zamblé, qui est là.
Je suis allé pour des techniques de performance, c'est-à-dire des techniques de combat qu'on présente et les jurys, il est assis. Juste vous notez sur la performance, la force que vous mettez, la vivacité et tout ça. En fonction de tout ça, quand vous note, on sélectionne les meilleurs. C'est comme ça que j'ai eu à remporter la médaille d'or. Peut-être qu'il parlerait un peu de Zambie avant d'arriver en Chine. Il a fait quoi? Je suis allé d'abord en Zambie. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Un championnat d'Afrique, oui. L'Afrique d'abord. C'est la médaille qui est là? Oui. D'accord. Donc, nous sommes allés en Zambie, fait une première compétition là-bas. Et c'est là là-bas, j'ai eu la médaille d'or. Et ensuite, c'est ce qui m'a permis en fait, d'aller faire le championnat du monde en Chine. D'accord. Moi, j'aimerais juste savoir quel est le rythme d'entraînement pour arriver à ce niveau-là. Bon, d'abord, ce qu'il faut savoir, ça fait pratiquement 11 ans que je pratique. D'accord. Pratiquement 11 ans. Je suis aussi étudiant en Master 1 de droit. Donc, c'est quand j'ai le temps que je vais bosser. D'accord. Et c'est à quelle fréquence, par exemple? Très bien. Bon, vu que je n'ai pas assez de temps d'entraînement, donc quand j'y vais à fond. Ok. D'accord. Combien d'heures par jour d'entraînement? 1h30 d'entraînement. Tous les jours? Non. Les mercredis. L'entraînement, ce qu'on a l'habitude de faire assez rapidement, l'entraînement s'intensifie quand on approche les dates de compétition. C'est ce qu'on a l'habitude de faire, à la différence des Chinois qui le font régulièrement. Nous, comme on n'a pas assez de temps, on va trouver du temps, soit 1 mois, 2 mois, et puis on y va à fond pour rattraper le temps perdu. Et malgré ça, vous êtes champion. Ouais. Ouais, moi, ce que je veux savoir... Rapidement, dernière question. Ouais, ce que je veux savoir, est-ce qu'il y a des années, en fait, minimum pour être appelé, en fait, un véritable art pour votre art martial que vous pratiquez? Par exemple, dans les autres arts martiaux, on constate que chaque 3 mois, il y a la ceinture. Mais est-ce que chez vous, il y a un nombre minimal d'années pour savoir, en fait, pour passer d'un grade ou bien c'est la compétence. Le grade, tout et tout. Parce que je vois là, il a 11 ans. Rapidement. On peut se retrouver peut-être après 1 an de pratique. Mais chez vous, après combien d'années de pratique, on peut se dire, en fait, qu'on est prêt? On n'est jamais prêt. Non, on est au moins. Voilà. Les passages de grade qui sont, j'allais dire, des marqueurs qui jalonnent votre parcours en tant que pratiquant, on va vous donner une temporalité, elle dépend. Ça peut être de 6 mois, de 1 an, de 2 ans, en fonction de la difficulté du grade pour lequel vous postulez. Là, en Chine sur place, on a fait des grades internationaux de Shaolin, où les grades nous ont été remis par l'autorité monacale, martiale, la plus haute, le moine l'abbé Chiyongxing, moi et maître Bardiémé Abraham. Bravo. Donc c'est la première fois que la Côte d'Ivoire, on a ce genre de truc au niveau international. Très bien. On va vous permettre de passer juste devant, pour une démo quand même. Vous êtes déjà habillé pareil pour cela. Et sur la démo, le maître va nous faire son dernier mot. Pendant qu'on va regarder cette démo-là, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Gandhi, il faut bien regarder. Il va en avoir besoin. Petit commentaire, et puis... Attention. Alors, cette forme fait partie des exercices de fortification du corps. Pour reculer le seuil de votre sensibilité, vous avez besoin d'avoir un corps qui résiste jusqu'à une certaine portée d'intensité de coups. Et là, on a Maître Zamblé Sèche qui est la démonstration de l'éventail. C'est des armes qui ne sont pas initialement des armes, c'est des apparats, tenues vestimentaires, des accessoires qu'on va transformer en armes. Donc ça, c'est une forme pour attaquer les articulations, qui sont les points de jonction du corps, qui sont des centres névralgiques du corps humain. Très bien. Donc avec cette forme de bosse, vous n'avez pas besoin de développer beaucoup d'énergie. D'accord. Votre cible, vous pouvez l'atteindre, on allait dire là où il ne faut pas. Très bien. Le dernier mot de maître. Alors, assez rapidement, on n'a pas gardé tout ça pour nous. On est dans le partage, n'est-ce pas? Et dans le cadre du partage, il y a un centre qu'on organise chaque année dans les vacances. Et là, il a lieu à Boisseau, qu'on appelle le camp Shaolin. Donc, c'est un centre de retrait. On a essayé de reproduire le cadre un peu comme à Shaolin, avec la montagne et tout ça. Très bien. Merci, maître. Bravo à vous, bravo. Lancez un appel, donc allez, c'est pas pour se battre, frapper tout le monde dans les rues, non, il ne s'agit pas de ça. Équilibre mental, la santé, et tout ça, ça compte. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci pour cette belle démonstration. Gandhi a eu peur. Ah non, a failli sortir du studio pour s'enfuir, mais bon, tout le monde a gardé son calme sur ce plateau. On a admiré. Merci beaucoup de nous avoir regardé pendant toute cette semaine et d'avoir partagé, commenté donc les directs sur nos réseaux sociaux. On prendra plaisir à se retrouver lundi, même heure, pour un autre talk des vacances. Shalom.